Journée internationale contre les mutilations génitales, tolérance zéro. L'événement s'est célébré le 6 février 2025 avec des activités articulées autour de la sensibilisation de l'opinion publique au danger de ces pratiques et surtout l'encouragement des efforts pour son éradication. Voilà, madame, monsieur, pour l'unique titre de ce journal sur CAMnews 24. Merci de nous prêter votre temps pour justement suivre ce journal. Nous vous disions un titre donc, madame, monsieur, bienvenue sur ITFM 103 et CAMnews 24 émettant depuis Garoua. La journée internationale contre les mutilations génitales féminines s'est célébrée le 6 février 2025. L'occasion de sensibiliser l'opinion publique aux pratiques de mutilation génitale féminine, mais surtout aux dangers relatifs à ces pratiques et par-dessus tout encourager les efforts pour éradiquer ces pratiques. Zobel Apollinaire. Les mutilations génitales féminines sont des interventions qui consistent à altérer ou à léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Elles sont considérées comme une violation des droits humains des femmes et des filles. Selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 120 et 140 millions de femmes ont été victimes de cette pratique nuisible et dangereuse et 3 millions de filles continuent à y être exposées chaque année. La Journée internationale contre les mutilations génitales féminines est une occasion de rappeler que ces pratiques sont inacceptables et doivent être éliminées. Le gouvernement, les organisations internationales et la société civile doivent travailler ensemble pour mettre fin à ces violations des droits humains. Le thème de la Journée internationale contre les mutilations génitales féminines cette année est « Accélérer le rythme, renforcer les alliances et créer des mouvements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines ». Cela souligne la nécessité de renforcer les efforts pour éliminer les mutilations génitales féminines et de créer des mouvements sociaux pour soutenir les femmes et les filles qui subissent ces pratiques. La situation des mutilations génitales au Cameroun est préoccupante. Bien que cette pratique soit interdite, elle continue de faire des milliers de victimes, en particulier dans les régions de l'extrême nord et du sud-ouest, ainsi que dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala. Selon l'UNICEF, environ 1% des femmes camerounaises ont subi des mutilations génitales féminines. Bien que ce chiffre soit relativement bas par rapport à d'autres pays africains, il est important de noter que cette pratique est souvent cachée et peut être sous-déclarée. Le gouvernement camerounais a mis en place des mesures pour lutter contre les mutilations génitales féminines, notamment la formation des comités locaux pour sensibiliser les populations et la mise en place de programmes de santé pour les victimes. Cependant, il est important de continuer à sensibiliser les populations et à renforcer les efforts pour éliminer cette pratique néfaste. Les organisations de défense des droits des femmes, comme l'Association de lutte contre les violences à l'égard des femmes, travaillent également pour sensibiliser les populations et pour soutenir les victimes de cette pratique rétrograde. Santé publique, le monde vibre au rythme de la 156e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé. Tenue à Genève en Suisse, le Cameroun prend part à ses assises de premier ordre sanitaire mondial avec comme représentant le ministre camerounais de la Santé publique, Manaouda Malachi. Zobel Apollinaire, une fois de plus. La 156e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé revêt une importance capitale au regard des enjeux de santé mondiale, notamment la couverture sanitaire universelle, les maladies transmissibles, la santé mentale et la réduction de la mortalité infantile. Prenant la parole en sa qualité de troisième vice-président du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, le ministre camerounais de la Santé publique a mis en avant plusieurs enjeux cruciaux pour la santé mondiale. Le docteur Manaouda Malachi a souligné l'importance de l'auto-soin dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. Il a par ailleurs plaidé pour une intégration des pratiques d'auto-soin dans les stratégies de santé publique afin d'améliorer les systèmes de santé à l'échelle internationale. Le patron de la santé camerounaise a également insisté sur la nécessité d'une approche globale pour lutter contre les maladies transmissibles
en prenant en compte les déterminants sociaux de la santé. En outre, Manaoda Malachi a appelé à des mesures immédiates et à des stratégies novatrices pour réduire la mortalité infantile qui constitue un défi persistant pour de nombreux pays. Il a enfin souligné l'importance de la santé mentale qui doit être abordée en tant que sujet distinct et a appelé à une attention accrue aux défis croissants rencontrés dans ce domaine. Cette rencontre est bénéfique pour le Cameroun qui souhaite renforcer son système de santé pour offrir une couverture santé universelle à sa population, renforcer sa capacité à lutter contre les maladies transmissibles telles que le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme. Le pays souhaite également améliorer la prise en charge de la santé mentale, souvent négligée lors des débats de santé publique, mais surtout réduire la mortalité infantile qui constitue un défi important pour le système de santé mondial. La rencontre de Genève va se refermer le 11 février prochain avec des résolutions qui serviront de fil conducteur à la nouvelle vision de la santé mondiale. Parlons de toute autre chose à présent. 10 ans après avoir fui les violences en Centrafrique, des milliers de réfugiés résident toujours au Cameroun. Si la solidarité des communautés locales est louable, les besoins humanitaires, quant à eux, sont de plus en plus importants. De l'urgence des mesures visant à renforcer la protection des réfugiés, mais aussi à favoriser le développement, évidemment, l'intégration durable de ces réfugiés. Roméo Ben Yamal. 10 ans après leur arrivée massive dans les villages d'Engam et Borgo, dans la commune de Diohong, département d'Umbéré, région de la Damawa, plus de 21 000 réfugiés centrafricains continuent de cohabiter avec les populations locales. Sous la protection du HCR, ces communautés fragilisées par la crise humanitaire font face à des défis persistants. Nous savons tous que dans les zones, les localités qui accueillent les réfugiés, il y a une pression excessive sur la déforestation. Les réfugiés qui exercent, il faut le reconnaître, une certaine pression sur l'environnement du site d'accueil à planter davantage des arbres. Et cette plantation d'arbres contribuera à améliorer l'environnement de vie et certainement à améliorer la santé de ces réfugiés. Lors de la récente rencontre entre la représentante adjointe du HCR et le gouverneur de la Damawa, les enjeux de la cohabitation et de la protection des réfugiés ont été au cœur des discussions. En effet, l'occupation de près de 70 000 hectares dans les deux sites par les réfugiés principalement pour l'agriculture, les pâturages, l'exploitation forestière exerce une pression considérable sur les ressources naturelles et génère des tensions avec les communautés d'accueil. C'est vrai, à un moment donné, il y avait des charges additionnelles qui se sont posées, notamment en termes de partage d'espace de pâturage, en termes d'espace de culture. Nous sommes conscients de l'environnement global qui n'est pas favorable par rapport à la mobilisation maximale des ressources. Mais nous restons optimistes. Le HCR vient de confirmer qu'il continue à faire des efforts pour pouvoir mobiliser ses moyens afin que les réfugiés se sentent de plus en plus à l'aise, de plus en plus intégrés dans notre pays. Le départ volontaire de certains réfugiés, couplé au retour d'autres témoins de la complexité de la situation. Pour faire face à ces défis, le HCR et les autorités camerounaises se sont engagés à renforcer la protection des réfugiés et à améliorer la cohabitation avec les populations locales et à soutenir les initiatives de développement durable. Nous sommes plus de 10 ans après, les populations réfugiées sont maintenant très bien intégrées avec les populations locales. Donc c'était juste une visite de terrain, de rencontre, d'évaluation et de voir, comme l'a évoqué monsieur le gouverneur, de voir maintenant, de regarder un peu les solutions durables et de regarder un peu, de continuer les efforts, d'avoir des financements supplémentaires pour continuer nos activités d'intégration des réfugiés et d'assistance aux populations locales. La participation de la PRM, Population Refugees and Migration, et du bureau du pays HCR souligne l'importance d'une approche régionale et coordonnée pour trouver des solutions durables à cette crise humanitaire. Autonomisation des femmes, la problématique était au centre d'un atelier à Lagdo dans la région du Nord.
Sous l'initiative de l'ONG UNOAD, 150 femmes ont pris part à des formations sur la saponification et la teinture. Objectif, contribuer à leur indépendance économique, mais aussi favoriser le développement local. Boubacarry Adama. Dans la commune de Labdo, une initiative remarquable a pris forme du 1er au 3 février 2025. En effet, plus de 150 femmes ont eu l'opportunité de se former à la fabrication de savon et à la teinture. Un projet soutenu par UNOAD en partenariat avec Plan Cameroun International. Cette formation s'est déroulée au Centre de promotion de la femme et de la famille, un lieu emblématique dédié à l'épanouissement des femmes. Ces sessions de formation visent non seulement à transmettre des compétences pratiques, mais aussi à renforcer l'autonomie économique des femmes de la région. Grâce à ce programme, elles acquièrent le savoir-faire nécessaire pour créer leur propre entreprise, contribuant ainsi au développement local. La fabrication de savon et de teinture représente une véritable opportunité pour ces femmes qui peuvent désormais transformer leur talent en source de revenus durables. En favorisant leur émancipation économique, cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de promotion du genre et d'égalité des chances. Les bénéficiaires témoignent avec enthousiasme des compétences acquises et partagent leur vision d'un avenir meilleur pour elles-mêmes et leur famille. Cette formation est bien plus qu'un simple apprentissage. Elle est le symbole d'une volonté collective d'avancer vers un avenir où les femmes jouent un rôle central dans le développement socio-économique. Ainsi, à l'ACDO, grâce au soutien du Plan Cameroun International en partenariat avec UNOAD et à l'engagement des participants, s'écrit une nouvelle page dans l'histoire de l'autonomisation féminine. Un bel exemple d'initiative qui inspire et ouvre la voie à un avenir promoteur. Sport football, c'est le premier derby régional dans le Nord cette saison. Gazelle, deuxième au classement, affronte Coton Sport, troisième. Les deux formations de Garoua s'affrontent pour le compte de la 11e journée du championnat professionnel le 10 février prochain au stade annexe Rumdiadja de Garoua. Michel Ateba et Ali Dida évoquent les enjeux de ce duel au sommet dans la région du Nord. C'est une affiche capitale pour les deux équipes de la ville de Garoua, un duel fratricide pour les deux formations phares de la région du Nord. D'un côté, Gazelle FA de Garoua, deuxième au classement avec 20 points. Les Sky Blues cette saison, c'est 6 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. Les poulains du coach Alioum Kada sortent d'une contre-performance surprise lors de la 10e journée, battue à Garoua 1-2 par Bamoutos de Bouddha. En face, Coton Sport de Garoua, troisième au classement, 19 points. Les Galactiques du Nord alignent cette saison 5 victoires, 4 matchs nuls et une seule petite défaite. C'est l'une des formations les plus en forme ces 4 dernières journées où elle n'a perdu aucune rencontre à domicile comme à l'extérieur. L'affiche de cette 11e journée, le 10 février, revêt un enjeu important au niveau du classement général pour les deux formations. La 11e étape va se disputer en 3 phases, samedi, dimanche et lundi, 10 février 2025. Le tournoi qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations des U17 démarre le 16 février prochain à Douala. 5 pays dont le Gabon, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Congo et le Cameroun sont annoncés pour la compétition au terme de laquelle 2 sélections vont décrocher leur ticket qualificatif pour la phase finale de cette compétition des U17. Michel Ateba, Ali Dida. Après le premier regroupement tenu à Yaoundé, les Lions U17 sont désormais à Douala pour la suite de leur stage. La sélection camerounaise prépare le tournoi UNIFAC qualificatif à la CAN de cette catégorie. La compétition débute le 11 février avec l'arrivée des différentes délégations de la zone. Le tournoi UNIFAC démarre le 16 avec le choc Cameroun-RDC pour la première journée. Le 19 RCA Cameroun, et la 3e journée, le 22 Congo-Cameroun et enfin Cameroun-Gabon le 25 février. Au thème de ce tournoi qualificatif, 2 sélections seront qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations U17, avons-nous appris de la communication de l'UNIFAC. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal sur Cam News 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.